Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général du contrôle des marchés publics qui est monsieur Jean-Didier Elongo. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Rebecca. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Nous sommes très honorés de votre visite. D'accord. Vous êtes le directeur général de la Direction générale du contrôle des marchés publics depuis 2009. Que pensez-vous du bilan de cette direction? Bon, l'honneur revient au président de la République. Vous savez qu'elle n'a jamais existé au Congo. Et le président avait donc à l'époque sollicité et obtenu une revue analytique de notre système de passation des marchés publics auprès des institutions financières internationales. Cette revue concluait sur l'opacité de notre système de passation des marchés, une généralisation de gré à gré. Bref, c'était un système à réformer. Et vous savez que la réforme, il faut avoir beaucoup de courage. Donc le courage revenait au président de la République et qui avait donc mis notre système dans une vaste réforme. Et cette vaste réforme a permis de créer la Direction générale de contrôle des marchés publics. Nous avons été choisis pour animer cette direction. Et depuis 7 ans, il faut dire que ça se passe bien parce que le contrôle fait désormais partie du quotidien des Congolais. Oui. Et le contrôle fait désormais partie de notre environnement. Le contrôle est créé en 2009, quand en 2016, le président, pour son discours d'investiture, parle de la rupture. Il avoue en fait à des moments qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de corruption, il y avait un problème d'opacité. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un échec, comme des directions comme les vôtres? Non, ce n'est pas un échec. Bien au contraire, je pense que le mois est haïssable. Nous sommes parmi les directions qui ont toujours évolué dans ce sens, dans le cadre de la rupture. Vous savez que dans ce pays, on parlait des Karachika. Vous êtes bien placés. Et lorsque nous avons été nommés à la tête de cette administration, il y avait 100% de marchés de gré à gré en dehors des marchés de la délégation générale des grands travaux. Au jour d'aujourd'hui, le bilan est élogieux. Le gré à gré n'est que de 7% au jour d'aujourd'hui. Au dernier rapport que nous avons publié, qu'on a envoyé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, ainsi que d'autres structures. Ce n'est pas un échec. Lorsque le président de la République parle de la rupture, il parle du système congolais dans son ensemble. Ce n'est pas que la direction générale du contrôle des marchés publics. Il parle des comportements déviants. Il parle du retour à la normale. Parce qu'il faut reconnaître que notre pays, à un moment donné, s'est écarté de l'orthodoxie dans le cadre de l'évolution des sociétés modernes. Donc quand le président parle de rupture, oui, il a raison, parce qu'il faut une rupture pour qu'on amène notre pays vers le développement. D'accord. Mais pourquoi on a l'impression qu'aujourd'hui l'État est fragilisé face aux opérateurs véreux? Bon, heureusement que ce n'est qu'une impression, parce que ce n'est pas la réalité. Lorsque on suit l'évolution de notre structure, depuis que la direction générale de contrôle des marchés existe, je pense que les opérateurs, là où ils sont là, ils savent. Nous avons fait un réel toilettage. Les opérateurs économiques véreux de 2016, je pense que n'ont plus d'égal par rapport à ceux qui existaient en 2010, 2011, 2012. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire oui, une bonne partie des opérateurs économiques congolais sont sérieux, mais ils sont aussi en difficulté parce que l'État aussi de son côté a une grande part de responsabilité. L'État aussi de son côté laisse mourir à petit feu les opérateurs économiques sérieux. Donc il ne faudrait pas qu'on on applique, pour ne pas dire on utilise la langue de bois pour ne jeter l'anathème que sur les opérateurs économiques. Une bonne partie d'entre eux sont sérieux. Il y a une infime partie qui est dans des comportements, je dirais des manœuvres dolosives. Mais l'État aussi a une part de responsabilité parce que l'État se doit aussi de payer les marchés lorsque l'opérateur a réalisé. Ça, c'est très important. Après les élections présidentielles, vous avez repris immédiatement votre tournée en visitant des directions et des domaines publics. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, dans la grande majorité, les procédures sont respectées parce que nous nous occupons du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics et délégations de services publics. Maintenant, une procédure peut être bonne, mais si et seulement si l'État, après avoir payé,
les 30% d'avance de démarrage et que l'opérateur ne travaille pas, vous conviendrez avec moi que nous aurons des éléphants blancs. C'est donc le but recherché. Le but poursuivi, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait de moins en moins de projets inachevés. Donc ça a été donc l'objet de la suite, parce que nous avions déjà lancé avant l'élection présidentielle, et comme le pays était dans les joutes électorales, dans des élections, et plus particulièrement nous avions eu le référendum. Après le référendum, nous avons eu l'élection présidentielle. Il fallait donc reprendre le travail, puisque le pays est en bon train, sur des bons rails, et le pays est en train d'évoluer, de fonctionner. Nous devons aussi, oui, de continuer de faire notre travail tant qu'on a la confiance du chef de l'État. Monsieur le directeur général, vos détracteurs pensent que parfois il y a une entente entre vous, le directeur, et certains entrepreneurs. Est-ce que c'est vrai? Bon, non. Je dirais non. En réalité, vous avez dit les détracteurs. Parce qu'en réalité, les entrepreneurs, ce n'est pas nous qui les choisissons. Ce sont les maîtres d'ouvrage qui choisissent les entrepreneurs. Nous contrôlons si la procédure n'a pas été viciée. Est-ce qu'on a pris le meilleur? Est-ce que les procédures ont été respectées? Lorsque les procédures sont respectées et que l'entrepreneur a été choisi par le maître d'ouvrage, nous n'avons pas le droit de les récuser. Donc il ne peut pas y avoir d'entente entre nous, dans la mesure où nous ne sommes presque pas en contact. Nous sommes en contact avec les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les établissements publics, les ministères sectoriels, les conseils de département, bref, partout l'État a un engagement majoritaire. On vous sent préoccupé par l'abandon de certains travaux. On sait que nous sommes en période de crise, pas seulement pour le Congo, pour la zone CEMAC, tous les pays qui dépendaient fortement des recettes pétrolières. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'alternative? Non, mais le président de la République l'a dit, fort heureusement d'ailleurs, que les projets qui ont été engagés iront jusqu'à leur terme. Et j'en suis fier d'ailleurs. Rien qu'à voir la municipalisation accélérée de la Bwenza, les travaux sont en train de continuer et les travaux vont bon train. Nous aurons à fêter le 15 août dans les meilleures conditions. Le Congo s'est ancré dans une nouvelle stratégie, c'est la diversification de l'économie. Je pense que nous devons aller dans ce sens et j'ai foi aux engagements du président de la République pour que notre pays continue à un rythme soutenu les investissements publics. La direction générale du contrôle des marchés publics, vous intervenez souvent lorsque l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage n'a pas pu respecter les clauses, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire une enquête avant sur les entrepreneurs? Bon, vous savez, madame, c'est au maître d'ouvrage de mener d'abord cette première enquête. Et généralement, les maîtres d'ouvrage aussi sont de bonne foi. Je peux aussi dire que les opérateurs aussi sont de bonne foi. Bon, on est toujours présumé être innocent. Lorsqu'un entrepreneur reçoit les 30% d'avance de démarrage d'un projet parce qu'il a gagné un marché, l'entrepreneur se doit immédiatement de commencer le travail. Mais vous avez certains véreux qui reçoivent 30% et ne font absolument rien. C'est partant de là qu'on commence à s'interroger. Vous avez reçu 30% d'avance de démarrage ou encore plus de la moitié comme ce que nous avons vu avec le stade Alphonse Massamba Déba. Un opérateur à qui on a payé 400 millions qui sont sortis des caisses du Trésor. 2 ans après, l'opérateur ne réalise pas et on se rend compte qu'il court dans les rues de Brazzaville. Et nous, on est au courant que lorsqu'on va pour le suivi des modalités d'exécution, c'est donc la deuxième étape. Lorsque nous partons suivre les modalités d'exécution au niveau du ministère sectoriel ou encore du conseil de département bénéficiaire, c'est là qu'on se rend compte que tel marché, bien qu'il avait été passé en respectant les procédures, mais l'État a déjà décaissé. Est-ce que l'opérateur est avancé ou encore a avancé son travail? S'il est très avancé, tant mieux. On va sur le terrain
pour toucher du doigt les réalités. Parce que dans les bureaux, on peut vous dire que l'opération a été réalisée et que vous partez sur le terrain, il n'y a même pas une brique. C'est là où le bas commence à blesser et c'est là où on commence à se poser des questions. Et l'opérateur est où? Ce qui est curieux, c'est que nous retrouvons facilement ces opérateurs alors que les maîtres d'ouvrage devaient se préoccuper de ces opérateurs avant même que la direction générale de contrôle des marchés publics n'arrive. Donc ce n'est que dans ces conditions que nous arrivons sur le terrain et lorsqu'on constate que rien ne s'est fait, nous informons non seulement l'opérateur mais aussi le public et le peuple congolais qui a l'obligation et le devoir d'être informés. Ils ont le droit, les Congolais, de connaître ce qui est fait de leurs fonds. Dans votre conférence de presse, vous affirmez que l'Ekoumou et le pool sont les mauvais élèves. Pourquoi? Bon, l'Ekoumou, il faut dire que le conseil départemental sortant, qui était dirigé par M. Bita, il brillait par l'absentéisme aigu, le gaspillage des fonds de l'État. Chaque fois que nous arrivons dans l'Ekoumou, en 5 ans de mandature, il n'a jamais accepté un contrôle. Il n'a jamais accepté un contrôle. Vous savez que nous n'avons pas de mesures coercitives. Bien. Lorsque il a quitté son poste, le conseil sortant, et nous sommes arrivés dans l'Ekoumou, nous avons été bien reçus. Les portes avaient été grandement ouvertes. Lorsqu'on a travaillé, on s'est rendu compte que c'était un déluge. Un déluge parce que la quasi-totalité des projets qui avaient été inscrits au budget du conseil départemental, financés par le conseil départemental, n'ont jamais abouti. La plupart étaient inachevés, alors que les opérateurs avaient reçu l'avance de démarrage, voire quelquefois la totalité des fonds. Partant de là, l'Ekoumou ne peut pas se développer comme ça, parce que ce sont des infrastructures de proximité qui doivent être construites par les conseils départementaux. Mais si et seulement si, par exemple, la construction d'une école, la construction d'un CSI, la construction des logements devant abriter le personnel, pour ne pas dire les membres des conseils, le président du conseil, le vice-président et le SBE, le secrétaire du bureau exécutif. Donc ces investissements de proximité, bien que financés, ne sont pas réalisés, il y a problème. Il y a problème, parce que l'État doit s'occuper des gros investissements. Et les investissements de proximité, les hôpitaux, les CSI, tout ce qui s'ensuit, et surtout que nous partons vers la fonction publique territoriale. J'ai peur que l'Ekoumou soit en grande difficulté à cause des fils de l'Ekoumou. Et c'est pour cela que j'avais dit que l'Ekoumou était l'un des derniers accompagné par le pool. Le pool est dans le même problème et le conseil départemental sortant, bien que respectant les procédures, il n'y avait pas de suivi au niveau du pool. La construction d'un CSI, d'un hôpital, du lycée technique de Kinkala, et c'est du fiasco. Et quand vous voyez ce genre de choses, si vous ne tirez pas la sonnette d'alarme, à la limite vous êtes complice. Comment est-ce que vous expliquez ce manque de patriotisme? Les entrepreneurs véreux, le manque de suivi, on a l'impression que tout le monde tire la couverture de son côté. Comment est-ce que vous expliquez? Vous savez, les textes ne valent que ce que valent leurs animateurs. Chacun d'entre nous, lorsqu'il est responsabilisé, ou encore chacun d'entre nous, lorsqu'il est attributaire d'un marché public, et s'il veut que son entreprise soit comptée parmi les meilleurs, ou il réalise, ou il ne réalise pas. Comme il ne réalise pas, évidemment, on tire le pays vers le bas. Maintenant, lorsque vous êtes personne responsable des marchés publics, c'est-à-dire le propriétaire du marché, et si vous ne suivez pas, évidemment, vous n'aidez pas non seulement votre département, le département ministériel ou encore le département dans le sens du département de la cuvette ou je ne sais comment. Donc c'est aux hommes, aux animateurs de faire appel à leur conscience. Ce sont certes des patriotes, mais ils doivent faire appel à leur conscience pour qu'ils laissent au moins quelque chose de positif en ce qui concerne le bilan de leur passage. Vous savez, il y a certaines personnes qui s'en foutent du bilan. Là, je ne vous apprends rien. On vit dans le même Congo. Oui, mais il y a aussi la loi. Pourquoi la loi ne frappe pas? Bon, pour que la loi frappe, il faut déjà que les uns et les autres soient au courant des comportements déviants. On ne va pas frapper
au hasard. Il faut que les uns et les autres soient au courant des comportements des gens. Pensez-vous que le ministère de la Justice n'est pas au courant? Et je félicite mon cher aîné, le ministre Mabiala. À peine arrivé, je suis convaincu, et vous êtes au courant, qu'il y a les uns et les autres, je ne citerai pas les noms, sont dans des procédures qui se veulent aujourd'hui compliquées. Donc je suis confiant et conscient que le ministre Mabiala, oui, effectivement, il fera bouger les lignes, parce que c'est la rupture, il faut le savoir. Au-delà même d'être un slogan, la rupture, ce sont d'abord les hommes. D'accord. Monsieur le directeur général, quel est le plan d'action de votre direction? Bon, notre direction, à la limite, si les moyens nous le permettaient, nous devons d'abord renforcer les capacités des sectoriels. Parce que les ministères sectoriels ont beaucoup de lacunes. Et surtout lorsque on change d'équipe gouvernementale. Parce que la culture dans notre pays, un ministre qui est relevé, celui qui arrive fonctionne rarement avec le cadre qu'il rencontre là. Et si on avait les moyens de notre politique, on devait d'abord faire le renforcement des capacités pour faire de telle sorte que, au niveau de la planification des projets, que cela se fasse au niveau du respect des procédures de passation des marchés publics, que cela se fasse dans les meilleures conditions. Ensuite, continuer à traquer les opérateurs économiques véreux, y compris les ministères sectoriels véreux, parce que pour qu'il y ait un opérateur économique véreux, il faut qu'il y ait un sectoriel qui leur donne le marché. Tant que le marché n'est pas donné, tant que les marchés ne sont pas conclus en respectant les règles de l'art, vous savez bien que le Congo s'est inscrit dans la généralisation des appels d'offres et le gré à gré est une exception. Donc tant que les différents sectoriels ne respectent pas les procédures de passation de marché, c'est sérieux une difficulté. Donc j'aimerais encore une fois de plus renforcer notre travail. Dans ce sens, il faut continuer à éduquer en permanence. Il ne faut pas se fatiguer. Je sais qu'on vous pose souvent cette question, mais je vais encore vous la poser. Allez-y, madame. On dit que il y a des ministères que vous n'osez pas toucher ou contrôler. Par exemple, le ministère des grands travaux. Mais pour quelle raison je n'ose pas contrôler les grands travaux? C'est un ministère. Mais non, vous savez, ça c'est une opinion qui est répandue. Ce sont les oiseaux de mauvais augure qui pensent que le fait d'avoir les liens personnel avec le ministre Jean-Jacques Bouya ne me permet pas de contrôler le ministre Jean-Jacques Bouya dans le cadre du ministère de l'aménagement du territoire. Tenez bon, Rebecca, c'est le ministère le plus facile à contrôler. Le plus facile, où la traçabilité est comme une eau de source. Je m'explique. Chaque année, le ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux envoie ce qu'on appelle le plan annuel de passation des marchés publics. Ce plan est validé par la DGCMP au même titre que les autres ministères. Et c'est le seul ministère qui a la culture d'appel d'offres. Je parle bien en termes de culture. C'est le seul qui a la culture d'appel d'offres. Lorsqu'ils finissent leurs appels d'offres, ils nous envoient les dossiers pour qu'on essaye de vérifier s'ils ont pris les meilleurs opérateurs. Pour votre gouverne, je viens de signer une objection où nous avons refoulé deux marchés qui ont été attribués par l'aménagement du territoire parce que ça ne correspondait pas aux règles de l'art, c'est-à-dire le dossier d'appel d'offres ne correspondait pas à la commission d'évaluation. Et dans ce cas de figure, nous objectons. Mais après avoir objecté, le maître d'ouvrage, qu'il soit grands travaux, qu'il soit de l'intérieur, qu'il soit de la femme, la jeunesse ou de l'éducation nationale, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ils respectent les mêmes conditions d'attribution de marché. Et la facilité au niveau des grands travaux, l'aménagement du territoire, c'est qu'ils ont en leur sein ce qu'on appelle une direction de la coordination technique. Au sein de cette direction de la coordination technique, il y a ce que nous appelons les contrôleurs. Ils ont des contrôleurs à demeure. Comme ils ont des contrôleurs à demeure au niveau donc des différents chantiers, donc à l'instant T, ils peuvent nous donner les éléments nécessaires pour dire que le marché, par exemple, de la construction de
de l'université Denis Sassou Nguesso à Kintélé. Lorsque nous partons là-bas, où en êtes-vous? Ils vous disent que voilà la fiche technique de ce marché. Payer tant, reste à payer tant, voici le niveau d'évolution. À moins que les uns et les autres, lorsqu'ils passent pour aller à Kintélé, ils ne voient pas les bâtiments qui sortent du sol. À moins que les uns et les autres, lorsqu'ils partent au stade de la Concorde, ne voient pas cet édifice grandiose, à moins que les uns et les autres me demandent d'aller faire le Mathieu Vieux au niveau de la corniche de Brazzaville, à moins qu'on me demande d'aller faire toujours le Mathieu Vieux au niveau de l'aéroport, l'aérogare de Maya-Maya, l'aérogare de Pointe-Noire, d'Olombo, les logements sociaux qui sont en Pila. Donc en fait, les gens ont déjà eu une idée arrêtée. Ils pensent que, comme on ne dit pas que tel opérateur est véreux, il a marché avec les grands travaux, que Elongo est complice. Tenez bon, lorsque vous voyez l'édifice grands travaux, aménagement du territoire à grands travaux, arrêté, ça veut dire que l'État n'a pas encore payé. Prenez seulement l'exemple de ce qui est au rond-point du centre culturel français. Mais ça s'est arrêté parce que l'État est redevable. Et certains opérateurs, lorsque l'État ne paye pas, les opérateurs s'arrêtent. Ce n'est pas de la faute des grands travaux. Donc nous les contrôlons au même titre que les autres maîtres d'ouvrage, mais c'est l'opérateur le plus facile à... Enfin, l'administration la plus facile à contrôler. Très très facile. D'accord. Monsieur le directeur, à Kombo, juste derrière la télévision, je ne sais pas, je pense que votre mémoire est assez bonne pour moi. Oui. Il y a un marché qui a été construit depuis 2009, le marché, qu'on disait marché moderne, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été livré à la population. Est-ce que vous pouvez expliquer en tant que responsable congolais, qu'en est-il de ce marché? Bon, cela n'est pas de ma responsabilité. Vous devez aussi, les Congolais doivent savoir, lorsque l'ouvrage a été déjà réalisé par la délégation générale des grands travaux, l'ouvrage appartient maintenant au sectoriel bénéficiaire. Et c'est au sectoriel bénéficiaire de s'en occuper. Je vous prends juste un exemple simple, les amphis de Brazzaville. Au jour d'aujourd'hui, les soirées cauchemardesques de nos enfants qui se réveillent à 4h, 3h du matin pour aller à la faculté de droit, j'en sais quelque chose puisque j'enseigne à la fac de droit. Ces soirées qu'on appelait les veillées universitaires n'existent plus, puisque les enfants se réveillaient à 4h, 3h du matin pour trouver une place dans notre amphi, l'amphi Dojo ou encore l'amphi Sefi à la faculté de droit. Donc, l'amphi qui a été construit par la délégation générale des grands travaux a été mise à la disposition de l'université Marengwabi dans le ministère de l'enseignement supérieur, et le reste, c'est au ministère bénéficiaire de s'en occuper. Donc, l'exemple de ce marché que je ne maîtrise pas assez, c'est le marché de Kombo. Je suppose que c'est la propriété de la localité, de la municipalité, et le reste, tel que le marché de Bakongo qui a été construit, l'utilisation, ce n'est pas les grands travaux, l'utilisation, c'est la mairie de Brazzaville. Monsieur le directeur, vous êtes le directeur général du contrôle des marchés publics, professeur à l'université, entrepreneur. Est-ce que ce n'est pas trop pour un seul homme? Non, je reconnais que je suis directeur général de contrôle des marchés publics. Je reconnais que je suis professeur à la faculté de droit. Je reconnais aussi que mes activités sur le plan entrepreneurial sont gérées par M. Bonaventure Boudzika, qui est le directeur général du groupe Équateur Service. ESTV fait partie de ce groupe. Moi, je suis le promoteur, mais par mes fonctions, je n'ai pas le droit de gérer directement ces activités. Est-ce que vous vous considérez comme un bourgeois? Non, non, mais j'aspire. Je m'explique. Lorsqu'on est sur Terre, on cherche à bien vivre, à mieux vivre. Donc j'aspire parce que de mon Tongo natal, on a souvent eu cet adage qui dit que qui veut aller loin menace sa monture. Donc je fais de mon mieux pour que je vive dans les meilleures conditions et que je vive bien, parce que vous pensez pas que vous êtes déjà loin? Non, non, je ne suis pas loin, puisqu'il y a plus que moi ici au Congo. Vous les connaissez.
vous connaissez ceux qui... je ne peux même pas les atteindre même au talon. Vous les connaissez. Est-ce que vous comprenez que certains Congolais soient un peu blessés parce qu'ils se disent que vous êtes trop riche? Non, en fait, ces Congolais qui disent que je suis trop riche et ne me connaissent pas. Le moins haïssable dans ce pays, les uns les autres se rappelleraient que j'ai nettoyé avec ma petite société Équateur Service les marchés de Mikalou, le marché de Wenze. Les uns les autres savent que dans le cadre de Qui cherche, j'avais quand même des bateaux Équateur Service qui partaient à Ouesso pour prendre le bois, qui partaient à Ngombe, qui partaient à Betou pour prendre, y compris à Dongo Zaïe pour prendre le Mbinzo, qui partait jusqu'à Bangui pour emmener les bœufs. Les uns et les autres aussi savent que j'ai quand même été le premier Congolais à avoir créé une société de location d'hôtesse d'accueil qu'on appelle Équateur Service. Et les uns et les autres savent que je suis promoteur d'une grande école, une grande université privée qu'on appelle l'Institut Henri Lopez. Et les uns et les autres savent aussi que je suis promoteur d'une chaîne de télévision où j'ai vu arriver des jeunes filles brillantes comme Rebecca de Ibenge. Et j'en suis fier et content de donner l'emploi, l'espoir et l'espérance aux Congolais. Mais pour le reste, c'est pas moi qui gère cette structure, c'est M. Bonaventure Boudzika. Donc j'aspire, je comprends aussi ces frères qui quelquefois pensent que les autres en ont trop. Oui. Mais nous devons être dans la redistribution. C'est pour ça, dans cette redistribution, je crée des emplois pour soulager les Congolais. Parlons de votre engagement en politique. Vous êtes le président de la plateforme du cercle de réflexion, L'œil Neuf. Dans quelle occurrence cette cercle de réflexion a été créé? Bon, vous savez, en 2007, j'avais eu cette idée de rencontrer des frères intellectuels congolais de tous bords, de toute origine, pour qu'on ait un cercle où on doit réfléchir sur des questions essentielles qui engagent la vie, le devenir et l'avenir de notre nation. Donc on peut être du PCT tel que moi, je suis membre du comité central du Parti commun du travail, on peut être du MCDDI tel que Simon Diasakula, on pouvait être de l'UPADES ou encore de l'UDR comme Bonaventure Boudzika, on peut être de Njon Mathias comme l'était mon grand frère Henri Marcelin Djoumangele. Je ne cite que ces exemples et quelles que soient nos appartenances politiques et ethniques, nous avons en commun l'université. Donc nous devons discuter sur les questions essentielles qui engagent la vie, l'avenir et le devenir du pays. C'est dans ce sens-là que j'ai créé l'Œil Neuf en 2008 et nous avons été les premiers dans le cadre d'une conférence débat en 2013 à parler de la modification du changement de la Constitution. Parce que Henri Marcelin Djoumangele, dans le cadre de l'Œil Neuf, avait donc animé une conférence débat au Palais du Parlement. Et nous étions donc les premiers à avoir vu déjà à cette époque qu'il fallait changer la Constitution. Donc, c'est cet espace où les Congolais de tous bords, politiques bien sûr, se retrouvent pour discuter sur les questions essentielles qui engagent l'avenir de la nation. On vous reproche votre véracité en politique avec les slogans comme Nani Silité. Pourquoi un slogan aussi percutant? Nani Silité, Yami Manissa TTV, c'est pour permettre au président de la République au jour d'aujourd'hui, dans le cadre du club des partisans de la rupture, d'avoir une majorité confortable pour que les Congolais aient donc cette majorité de la rupture pour qu'on aille vers la rupture. Et le premier chantier de la rupture, c'est d'abord les hommes. Si on n'a pas les hommes qu'il faut pour mener cette rupture, croyez-moi, ce sera un vain mot. Voilà un peu d'une manière globale. Mais ceux qui pensent que je suis un peu dur en politique, c'est parce que je suis d'abord dur avec moi-même. Je n'aime pas cafouiller. J'aime des choses... moi, c'est le parler vrai. Quand on est dans les combines politiciennes, moi, j'aime pas. Moi, j'aime le parler vrai, faire de telle sorte que ce pays, qui a été mis en orbite par le président de la République, qu'il aille de l'avant, de telle sorte que les générations futures aient ce qu'il faut, qu'ils vivent décemment, qu'ils aient des emplois, et que lorsqu'on finit à l'université, qu'on ne cherche plus, qu'on ait le travail par devers soi,
Et dans le cadre de la diversification de l'économie, le président de la République, par exemple, a prévu 25% du budget national qui, dorénavant, sera consacré à l'éducation nationale. Mais moi, ma qualité d'enseignant, j'ai besoin que les petits soient bien formés et que nous aussi, nous travaillons dans les bonnes conditions. Donc, c'est le parler vrai. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus consacrer notre temps à la diversification de l'économie qu'à la création des plateformes, des associations, des partis politiques? Vous, c'est le club des partisans de la rupture. Il y a l'association pour la rupture, le front de la rupture. On a l'impression qu'on passe tout notre temps à faire la politique. Tout ça existe, hein? Oui. Tout ça existe. Oui. Mais bon, moi, je connais le club des partisans de la rupture parce que ce club a déjà fait ses preuves. Hier, nous étions plateforme de rassemblement pour le oui avec Nani Silitebe TV. Bon, les autres, j'espère que mais vous avez déjà gagné, vous pouvez passer à autre chose. Mais c'est pour ça que nous sommes passés au club des partisans de la rupture. Tous ceux qui sont pour la rupture seront avec nous. Ceux qui sont contre la rupture, ils sont donc de l'autre côté. Voilà. On ne passe pas tout notre temps à faire la politique. Bien au contraire, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait cette rupture. Bon, maintenant, tous ceux qui vont s'associer à nous, nous supposons qu'ils sont pour que le président de la République réussisse ce mandat. Parce que c'est un mandat capital. Ce mandat, il est très capital, croyez-moi. Les Congolais nous regardent. Et le peuple congolais regarde le président de la République. Il a l'obligation de résultat. Et cette obligation de résultat, nous savons que dans l'acte 1, le bilan qui vient de se passer, il est très élogieux, mais les Congolais en veulent un peu plus. Monsieur le directeur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui, déjà. Oui. Nous venons de passer 30 minutes ensemble, sinon plus. Mais je solliciterai à mon grand frère Jean Obambi qu'il vous donne au moins 2 heures. Ah, merci. 2 heures. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui nous ont suivis cet après-midi? Déjà, je vous remercie. Je vous félicite parce que c'est une très belle émission. Voir des jeunes comme ça faire de belles émissions, vous êtes à encourager. Au peuple congolais, je leur demande d'avoir foi en eux. Je leur demande de ne pas être pessimistes. La crise actuelle, la crise économique actuelle, elle est mondiale. Elle n'est pas que congolaise. Mais le Congo peut se retrouver dès l'instant que tous les fils et filles du Congo sont unis. Et que diriez-vous de ceux qui ont vandalisé l'ambassade du Congo en France? Mais ils ont tort, parce que c'est l'éternelle stratégie construction-destruction. Le pays va reculer. On ne peut pas. Il faudrait qu'on ait des débats d'idées. Il ne faudrait pas qu'on arrive aux mains, on arrive à vandaliser les biens. Ce que nous avons déjà eu aujourd'hui, il faut qu'on le préserve. De telle sorte que ce qui arrivera après ne sera qu'un ajout. Je dis à ces frères qui sont un peu dans la déviance de se ressaisir. Parce que le Congo a besoin d'eux. Ce Congo nous appartient tous. Monsieur Jean-Didier Olongo, directeur général du contrôle des marchés publics, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Mesdames et messieurs, voilà, nous venons de passer 30 minutes ensemble. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la chaîne nationale congolaise. Merci, au revoir.